Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Un podcast un petit peu particulier aujourd'hui puisque nous allons parler des échecs. Et nous recevons aujourd'hui sur le plateau Corentin, alias Coconard, alias le Blitzer fou. Corentin, est-ce que tu peux te présenter? Salut, moi c'est Corentin Mardy, je viens d'arriver à GEM. Je suis très heureux d'être ici, merci de m'avoir invité. Et avec moi également sur le plateau, Ronan, alias la légende d'Hearthstone. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, du coup moi c'est Ronan. J'ai joué notamment à Hearthstone au niveau professionnel au passage. Là maintenant je suis à GEM, je travaille dans le project management et je suis joueur d'échecs depuis mon plus jeune âge. J'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai été champion régional, etc. Et je suis ravi d'être invité ce soir pour parler échecs. On aura l'occasion d'en reparler, mais les échecs, c'est un jeu qui est vraiment redevenu à la mode, qui a gagné énormément en popularité, notamment grâce au jeu de la dame. Mais j'aimerais connaître votre premier souvenir échiquéen. Moi justement, moi je suis un peu l'exception parce que je joue aux échecs depuis 2 ans, hein, je viens de commencer. Mais moi mon premier souvenir vraiment des échecs marquants, c'est je croisais un mec qui était très fort dans mon lycée, donc ma première année de prépa, c'est là que j'ai commencé les échecs. Et le mec je le vois jouer, moi je savais à peu près jouer, et puis intuitivement ça allait. Donc je me dis vas-y, je vais jouer contre lui, puis lui il me dit ouais je suis super fort et tout. Je fais vas-y, tu sais quoi, tu joues à l'aveugle, et moi non. Tu joues à l'aveugle et moi non, et puis on verra bien. Mais bon, j'étais assez confiant, hein, je venais de débuter aux échecs, mais je pense que c'est une manie, quand on débute, on se croit fort. Et puis finalement, il a joué à l'aveugle. Il y avait au moins, je sais pas, il y avait au moins 15 personnes autour, c'était à Cannes. Il y avait au moins 15 personnes autour. Et puis en fait, il m'a rétamé en 12 coups, quoi, à l'aveugle. Donc lui, il a même pas forcé. Et du coup, après, je m'en souviens, le week-end qui a suivi, je suis allé dans le train. Et j'étais chargé de chess.com. J'ai commencé à faire des puzzles et j'ai fait des puzzles aussi sur les chess. Et j'ai fait 200 puzzles dans le train et puis c'est là que l'aventure a commencé, quoi. Après, j'ai été accro et j'ai jamais arrêté. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce que c'est jouer à l'aveugle? Ouais, jouer à l'aveugle, en fait, c'est en fait, la personne va jouer juste avec des coordonnées. Donc, je sais pas si vous voyez sur un échiquier, il y a 8 x 8. Et donc, il y a des coordonnées de A à H et de 1 à 8 qui permettent de donner des noms aux cases. Et donc, en fait, on peut dire juste E4. Et donc, E4, ça veut dire on bouge le pion E4. Donc, on peut jouer simplement sans voir l'échiquier et juste avec les notations. Et donc, les très forts joueurs et qui ont eu l'habitude de calculer, etc., sont capables de faire des parties entières. Et bon, même certains, plusieurs parties entières à l'aveugle. Et donc là, en l'occurrence, ce sera à l'aveugle et en simultané. Le record de partie à l'aveugle, c'est 45 joueurs en même temps. Donc aveugle et simultané, c'était par Najdorf en 1956, avec un taux de victoire de plus de 80%. Il a dû devenir fou assez rapidement, je pense. Et toi, Ronan, ton premier souvenir échiquéen? Pour moi c'est beaucoup plus jeune. C'était aux alentours de, je sais pas, mes 4-5 ans à peu près, avec mon grand-père qui m'a appris les règles dans une maison de campagne qu'on a, et on a joué aux échecs pendant longtemps. Ensuite, ça m'a beaucoup plu. Je suis rentré, je me suis inscrit au club à Ebens, un club qui s'appelle La Diagonale. Et après, ça a super bien marché. Je me suis super bien entendu avec les gens du club. J'ai commencé à faire des compétitions qui marchaient plutôt bien. Et de fil en aiguille, j'ai continué jusqu'à l'obtention de mon bac à peu près, parce que les études ont rendu la pratique un peu plus compliquée a posteriori, mais c'est un jeu que j'ai toujours adoré et que je pense que j'adorerai toujours et auquel il me plaira toujours de jouer. Les échecs, c'est un jeu fascinant. C'est le jeu stratégique par excellence, à la fois romantique par l'aura des parties, des rebondissements et de l'histoire qui les entoure, et qui dépasse souvent le simple cadre de l'échiquier. Je vais vous faire une petite histoire des échecs. Il y a plusieurs légendes sur la création d'échecs. Dans la mythologie grecque, on dit notamment que c'est Ulysse qui l'a inventé pendant la guerre de Troie, pendant cette longue période où il ne le combattait pas. Mais la légende la plus célèbre sur l'origine du jeu, c'est une légende indienne, il me semble. C'est un roi légendaire de l'Inde qui cherchait à tout prix à tromper son ennui. Et il promit donc une récompense exceptionnelle à celui qui proposerait une distraction qui le satisferait. Et lorsque le sage Sissa, fils du Brahme, d'Aïr, lui présenta le jeu d'échecs, le souverain enthousiaste demanda à Sissa ce que lui souhaitait en échange de ce cadeau extraordinaire, le jeu d'échecs. Et humblement, Sissa demanda au prince de déposer un grain de riz sur la première case, 2 sur le deuxième, 4 sur le troisième, et ainsi de suite pour remplir l'échiquier en doublant la quantité de grains à chaque case. Le prince accorda immédiatement cette récompense en apparence modeste, mais son conseiller lui indiqua qu'il venait de signer l'arrêt de mort du royaume car les récoltes de l'année ne suffiraient pas à s'acquitter du prix du jeu.
En effet, sur la dernière case de l'échiquier, il faudra déposer 2 puissance 64. 63, soit plus de 9 milliards de grains précisément. Donc ça fait beaucoup. Mais plus sérieusement, les échecs, c'est un jeu qui existe depuis plus de 1000 ans. Et ce qui est assez fou pour un jeu, ce genre de jeu, c'est que les règles n'ont pas changé. C'est-à-dire que c'est resté les mêmes règles sur le déplacement de pièces notamment et sur la façon de jouer. Elles ont été fixées en 1500, il me semble, et elles n'ont pas bougé depuis. Alors évidemment, il y a des petites choses qui ont évolué avec les échecs en ligne, mais enfin, pas des règles fondamentales qui ont été bouleversées. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un petit peu compliqué pour les personnes qui débutent réellement les échecs, de s'imaginer comment on joue, de savoir, de se le représenter le jeu. Pour vous donner un ordre d'idée, après un coup, il y a un coup de chaque joueur, il y a 400 positions possibles sur l'échiquier. Après 4 coups, 300 milliards de possibilités. Et il existe plus de parties à 40 coups que d'étoiles dans la galaxie. Alors, peut-être compliqué de s'imaginer un ordre de grandeur, mais ça fait beaucoup. Et quand on parle de calcul, il y a souvent les ordinateurs qui sont pas très loin derrière. Et justement, Corentin va nous parler un petit peu de la relation échec-ordinateur. Ouais, effectivement, quand on a des nombres autant, on voit bien que ça dépasse un peu les capacités humaines. En tout cas, personne ne peut, enfin, on pourrait se dire assez facilement, ça fait 1000 ans qu'on joue aux échecs, on a déjà vu sûrement toutes les parties possibles et inimaginables, sauf que non, pas du tout, hein, on est vraiment à rien de ça. Et même avec leur capacité de calcul, les ordinateurs ne parviennent toujours pas à voir toutes les parties. Et c'est-à-dire, donc on dit que le jeu n'est pas fini, hein, comme par exemple on pourrait le croire on le sait pour le jeu de dames, pour le puissance 4. Ce sont des jeux finis hein, où on peut, avec le premier coup, prédire la partie et prédire le gagnant un match nul, etc. Donc là, on n'est toujours pas à ça. Mais c'est vrai que l'ordinateur, il s'est développé avec les échecs parce que déjà, ça a permis vraiment de mesurer un peu l'avancement des ordinateurs par rapport à l'intelligence humaine, ou en tout cas une des parties de l'intelligence humaine. Et donc ça a commencé en 47, où Alan Turing, donc celui qu'on considère comme le père des ordinateurs, a fait le premier programme capable de jouer aux échecs. Donc lui-même était très mauvais aux échecs et donc son programme aussi. Donc c'était le début de l'histoire des ordinateurs aux échecs. Et puis petit à petit, avec les avancements des ordinateurs et de leur puissance de calcul, les ordinateurs sont devenus de plus en plus puissants. Donc il y a eu pas mal de dates clés, notamment en 1970 où on a le premier tournoi vraiment inter-ordinateur. Donc simplement les ordinateurs s'opposaient par le biais des humains. Ils s'opposaient, donc ça s'est passé à New York en 70. Et puis la première vraie confrontation qui a vraiment marqué les esprits aux échecs entre l'ordinateur et l'homme, c'est Deep Blue contre Garry Kasparov, donc, qui était le champion du monde à l'époque. Donc ça a commencé en 95, donc le premier match s'est soldé par une victoire de Garry, donc qui a fait, donc c'était une victoire en 3 il me semble. Il y a eu une victoire et une nulle, ce qui a suffi du coup pour gagner. Non, donc ça devait pas être en 3. En tout cas, Garry Kasparov a gagné, donc c'est un Russe. Il a gagné en 95 et puis 2 ans plus tard, la fameuse revanche où Garry s'est incliné contre les ordinateurs. Et donc on considère que c'est la première fois que vraiment l'ordinateur dépassait l'homme en termes d'échecs. Et donc ça a fait quand même beaucoup de bruit dans le monde des échecs et même dans le monde de l'ingénierie, parce que c'était très symboliquement important. On voyait qu'il y avait vraiment une phase où l'ordinateur dépassait ce qu'on réservait aux humains, donc l'intelligence. Et donc ça a été le cas donc, aux échecs, et maintenant c'est le cas depuis 2017 au Go, donc, qui est un jeu beaucoup plus difficile à évaluer pour un ordinateur parce que les positions sont vraiment moins prévisibles. Il y a beaucoup moins de critères positionnels qui peuvent permettre d'évaluer une position, et pourtant même dans le Go, l'ordinateur, donc AlphaGo, l'ordinateur de Google, a dépassé le champion du monde en 2017, donc il ne laisse rien aux hommes, hein, les ordinateurs. Donc forcément ça a fait peur. Juste pour donner une idée, aujourd'hui, avec le développement des ordinateurs et de leur puissance de calcul, aujourd'hui on estime que les meilleurs ordinateurs ont 3400 et plus d'Elo. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais par exemple le Magnus Carlsen, le numéro 1 mondial, il est à 2842. Notre numéro 1 français MVL est à 2784. Donc l'ordi est à 3400.
Donc autant vous dire que y a une vraie différence. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le système d'Elo, c'est un système qui permet de jouer tout le temps contre quelqu'un de ton niveau. C'est-à-dire qu'avec des ajustements, c'est un algorithme mathématique qui a été inventé par Monsieur Elo, il me semble, qui permet justement de classer les individus entre eux par un système de classement où à chaque fois qu'on va gagner une partie, on va gagner par exemple 8, à chaque fois qu'on va en perdre une, on va en perdre 8, et puis à force de jouer, on va se retrouver que contre des gens qui ont à peu près le même classement, et on va avoir une probabilité de gagner de 50%, et on va stagner, sauf si on progresse, on monte un peu, et puis donc justement tout s'ajuste comme ça. Donc grâce à ce système d'Elo, on peut justement calculer les probabilités de gain entre les joueurs selon leur classement, et donc si on s'amuse à calculer ces probabilités-là pour Stockfish et Magnus Carlsen, donc le numéro 1 mondial qui est numéro 1 depuis... je sais plus, depuis 2013, c'est ça Ronan ? Depuis 2013 et qui est vraiment au-dessus du lot pour le coup, la probabilité de Stockfish, donc l'ordinateur le plus efficace aujourd'hui, de battre Magnus Carlsen sur un match, et donc en prenant de manière aléatoire la personne qui commencera, est de 98, alors j'ai le chiffre exact, je l'ai calculé tout à l'heure, 98,15%. Si on fait, et la probabilité de match nul, c'est 0,03%. Et si on prend un match en 3, donc on fait 3 matchs et on regarde justement qui va gagner, la probabilité de Stockfish de gagner est de 99,98%. Donc autant vous dire que l'ordinateur est sûr de gagner contre Magnus Carlsen sur un match, qui est le premier mondial. Donc moi, c'est plus que moi mes chances de gagner Magnus Carlsen aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Après, c'est quand même... Il faut dire pour nos auditeurs que tu es très fort aux échecs. Non, je ne suis pas très fort, moi. Coup, non. Justement, moi je débute, ça fait 2 ans. Moi je suis pas hyper fort. Mais j'ai 2 ans de bouteille, donc maintenant je sais jouer, et puis j'ai fait quand même au moins 10 000 parties sur chess.com, je suis plutôt excessif. Mais impossible pour moi de battre le champion du monde, et c'est impossible pour lui de battre un ordinateur aujourd'hui. Donc forcément ça fait des débats, donc dans le monde échecien on a plusieurs impacts. On a des impacts positifs, des impacts négatifs. L'impact positif, c'est vraiment pour les amoureux des positions, ceux qui vraiment aiment le jeu des échecs, qui veulent vraiment comprendre la vérité de la position, la vérité des parties, etc. C'est une chance parce que l'ordinateur joue beaucoup mieux, et donc on peut vraiment toucher du doigt la vérité des positions. Donc ça c'est vraiment le gros point positif, et ça fait de plus belles parties, des parties où vraiment ça dépasse presque l'entendement humain, on comprend vraiment pas les positions nous avec notre œil, mais eux les comprennent mieux que nous. Donc ça permet d'approfondir la compréhension des échecs, donc ça c'est le point positif. Le point négatif qu'on va pouvoir reprocher, c'est que ça fait chez certains une certaine perte d'intérêt donc peut-être que Ronan tu pourras peut-être en parler aussi si tu veux, mais ça fait peut-être une certaine perte d'intérêt pour certains qui peuvent se dire de toute façon dans tous les cas l'ordinateur est meilleur que moi, j'ai juste à regarder les solutions et puis j'ai compris, donc ça perd peut-être un peu d'intérêt dans le jeu. Ça fait des parties qui sont beaucoup plus préparées. Tous les joueurs mondiaux, les champions du monde, que ce soit le champion du monde ou même tout le top 100, préparent leurs ouvertures. Ils préparent des variantes à 15-20 coups théoriques, on appelle ça des coups théoriques, où vraiment presque le jeu d'échecs pourrait être réduit à simplement un jeu de mémoire entre qui a la meilleure mémoire et donc qui gagnera la partie à la fin. Donc ce serait vraiment très réducteur, parce que une partie d'échecs c'est pas que l'ouverture, mais c'est une critique qu'on peut faire. Et donc voilà, des parties moins humaines à cause de la préparation. Donc ça ouvre des perspectives pour la suite, notamment avec le développement d'une autre sorte d'échec qui s'appelle les échecs 960, qui a été créé par Bobby Fischer, donc un ancien champion du monde. Et celui-là, il a permis on va répartir de manière aléatoire la position, selon certaines règles, la position des pièces. Et on a 960 possibilités de position de départ, ce qui multiplie encore plus les possibilités de jeu et donc empêche les préparations pour les joueurs de haut niveau. Et on peut mesurer les joueurs simplement sur leur force en tant que compétence échéquienne, et pas simplement sur leur capacité à préparer. Et ça ouvre aussi, donc l'ordinateur, ça a permis aussi de développer les échecs en ligne, les cadences rapides, etc., et donc beaucoup de volets. Mais je ne sais pas comment toi, si tu connais par exemple pas mal de personnes du milieu, ou même toi, par rapport aux échecs, comment tu as accueilli tout ça, les trucs avec les ordinateurs ? Moi j'ai plutôt accueilli ça de manière très positive. La première chose que je vois, c'est que ça donne quand même des parties qui sont plus pures. C'est-à-dire que aujourd'hui, une partie d'échecs, comme le jeu n'a toujours pas été résolu même par les ordinateurs, si aucun des deux joueurs ne fait d'erreur, la partie est nulle. Donc le but c'est de faire le moins d'erreurs possible, et je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose de se renseigner comme auparavant on pouvait se renseigner dans un livre.
avec l'ordinateur pour essayer de faire le moins d'erreurs possible dans l'ouverture ou de mieux comprendre une finale, etc. Toujours est-il que quand on va jouer une partie d'échecs contre quelqu'un, on va se retrouver face à son adversaire, sans aide de l'ordinateur évidemment, parce que sinon c'est juste un combat d'ordinateur. Et sans aide de l'ordinateur, on va devoir être capable de faire appel à, de un, nos connaissances théoriques, qui peuvent provenir d'un ordinateur ou de livres ou d'explications, et de deux, notre sens tactique, notre sens positionnel et tout ce qui fonde de nous le joueur d'échecs que nous sommes. Et globalement, je pense que les ordinateurs ont beaucoup aidé la compréhension des échecs et les échecs en tant que tels à grandir. Après, c'est vrai que ça a poussé d'un autre côté le jeu donc, des échecs lents, c'est-à-dire les cadences où chaque joueur a plus d'une heure pour toute la partie, vers des limites qui n'avaient jamais été atteintes auparavant, où les joueurs font de moins en moins d'erreurs, et où du coup ça devient très difficile de gagner des parties. Pour l'avenir des échecs en compétition, je sais pas. Je pense que l'avenir va être de se diriger vers des cadences plus rapides si vraiment les grands champions se mettent à presque ne plus faire d'erreurs, parce qu'il va bien falloir trouver un moyen de les départager. En revanche, au global, il y a eu encore beaucoup de victoires et de défaites, même dans les derniers grands tournois. Donc là, le Tata Steel Chess Tournament qui s'est fini il y a peu de temps. Et globalement, je pense que c'est une bonne chose pour les échecs, cet ajout de compréhension de manière générale. Et dans tous les clubs d'échecs que j'ai connus, en tout cas, ça a été relativement bien reçu. Oui, puis ça a permis aussi de démocratiser vraiment les échecs, parce que du coup, maintenant, l'analyse de parties est accessible à tous. On peut garder les parties en stock et n'importe qui peut jouer sur Internet. Donc c'est ça aussi qui a permis aussi d'un peu de démocratiser un peu plus les échecs. Exactement, ça rend l'auto-analyse de ces parties très facile avec des outils qui sont disponibles gratuitement pour tout le monde. Après chaque partie que vous jouez, vous pouvez la rentrer dans l'ordinateur et il vous dira exactement quelles ont été vos erreurs, vos points forts, vos bons coups, vos mauvais coups. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose pour tous les joueurs d'échecs, en tout cas hors du top niveau. C'est clair. Parce que moi qui ai commencé justement sur ordinateur, moi j'avais que ça, j'avais pas de prof, donc c'est moi le seul truc qui m'a fait progresser, c'est justement de pouvoir analyser mes parties, où l'ordinateur il te dit, bon là t'as fait 5 gaffes, t'aurais plutôt dû jouer ça, bon il explique pas pourquoi, mais en tout cas on peut vite le comprendre, et puis après en poussant les variantes on peut voir pourquoi il dit ça, et c'est vrai que ça a été un énorme outil pédagogique qui a fait que même sans prof particulier, sans club, n'importe qui peut progresser. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Ronan. Je pense qu'à part le très haut niveau, l'ordinateur, c'est très bénéfique, que ce soit en termes de leçons, d'apprentissage, d'autocorrection, pour justement s'améliorer. Après, on peut se poser la question de à quel point ça a modifié les parties au niveau, à quel point ça les a rendues moins intéressantes, moins imprévisibles. Mais après, c'est une évolution comme une autre dans le jeu d'échecs. Alors, à la différence près qu'à très haut niveau, maintenant, donc ils se préparent avec des lignes d'ordinateur, on va dire à peu près jusqu'au 20e coup. Mais ils réussissent quand même toujours, et je pense qu'ils réussiront pendant très longtemps, à s'attraper les uns les autres hors de position, c'est-à-dire dans des ouvertures qu'ils ne connaissent pas bien. Parce qu'il est impossible de retenir, au bout de 2 coups, il y a 400 coups possibles, et c'est impossible pour un cerveau humain, même un cerveau parfait, de retenir toutes les ouvertures et tous les bons coups à jouer partout. Et donc ils réussissent encore souvent à s'attraper. Et d'ailleurs, ils ont ce qu'on appelle des équipes de secondants, dont c'est le travail de trouver des nouveautés dans les ouvertures, qui travaillent donc entre très forts grands maîtres, avec des ordinateurs pour essayer de trouver des positions que peut-être l'ordinateur évalue comme un tout petit peu moins bonnes, mais qui poseront sans doute beaucoup plus de problèmes à leur adversaire, parce que leur adversaire devra naviguer en terre inconnue, plutôt qu'en terre inconnue d'ailleurs. Et, nouvelle émission sur France 2. Cette terre inconnue leur permet régulièrement de forcer leur adversaire à trouver les bonnes réponses sur l'échiquier, ce qui est beaucoup plus dur que quand c'est l'ordinateur qui les a trouvées et qu'on les a mémorisées auparavant. C'est vraiment les chances pratiques qui comptent en fait. C'est plus... Ouais, il arrive un moment où voilà, justement, par exemple, Carlsen il a 6 secondants je crois dans les grands moments. Maxime Vachier-Lagrave, donc notre numéro 1 français, il a un secondant toute l'année qui est Étienne Bacrot. Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens maintenant qui cherchent juste à trouver parmi les variantes de nul des ordinateurs, où on voit que juste l'ordinateur il va dire voilà, il n'y a que 0,3 de position, il n'y a que 0,3 en plus, c'est pas grand chose pour les blancs, machin. Mais juste il y a des chances pratiques énormes.
Parce que juste ça, l'ordinateur, il ne peut pas le déceler. Il ne peut pas déceler les chances pratiques pour un homme ou pour une femme sur l'échiquier, justement, pour trouver le coup. Ça, il ne sait pas faire. Donc, tant qu'il y a ça, il y a encore du jeu. Et heureusement. Tu nous rassures. On va passer, après le calcul froid de l'ordinateur, à l'aspect un petit peu plus artistique des échecs, parce que on a souvent vu les échecs représentés dans des différentes œuvres, que ce soit littéraires, cinématographiques, théâtrales. C'est quelque chose qui symbolise beaucoup et qui permet une représentation, des métaphores. Ronan, tu souhaitais nous parler un petit peu plus de cet aspect? Alors moi qui ai peut-être pas une âme d'artiste, mais en tout cas de grande connivence avec le milieu artistique dans son ensemble, j'aimerais vous parler donc des échecs et de l'art, et surtout des échecs et de la culture, parce que les échecs, qu'on s'en rende compte ou pas, ont été quand même présents dans de grandes parties de nos vies. Donc il y a toujours eu un lien assez sensible entre les échecs et l'art, déjà parce que certains considèrent les échecs comme de l'art, et d'autre part parce que, comme je vais essayer de vous le démontrer, les échecs se sont intégrés quelque part et ont en tout cas participé à beaucoup de créations artistiques depuis assez longtemps d'ailleurs, puisque donc d'abord le jeu d'échecs avait une vocation plutôt guerrière, à être joué entre stratèges. Et donc dans beaucoup de peintures guerrières et de peintures stratégiques, notamment du côté de l'Empire ottoman, du côté des populations plus sudistes, étaient représentés dans la plupart des tentes des stratèges, dans la plupart il y avait des connivences avec le milieu échiquien, dans la plupart des tableaux militaires, et des tableaux notamment de stratèges. Et petit à petit, du coup, comme cela, le jeu d'échecs s'est fait une place assez importante dans la peinture de l'époque. Ensuite, après la place des échecs dans la peinture, ça a un petit peu évolué et les échecs sont devenus presque une partie intégrante de la culture populaire, notamment en s'intégrant dans des cafés, comme le très célèbre Café de la Régence, qui en plus est un café parisien, qui a été la place forte du jeu d'échecs au cours des années 1800 notamment. Et pendant plusieurs décennies, tous les meilleurs joueurs s'affrontaient, et dans les meilleurs joueurs de l'époque, qui n'étaient pas forcément les meilleurs de leur époque, mais qui ont été des joueurs d'échecs de niveau assez correct et qui donc sont allés jouer sur la place du Palais Royal, il y avait par exemple Bonaparte, Benjamin Franklin, Diderot, Rousseau, Philidor, qui échangeaient des idées là-bas et qui en profitaient pour faire quelques parties d'échecs. C'est d'ailleurs grâce aux échecs que Marx et Engels se sont rencontrés, ce qui a quand même donné de belles rencontres philosophiques. Ensuite, pour continuer sur le lien entre les échecs et l'art de manière générale, il y a un lien très célèbre et d'ailleurs très, très doux entre les échecs et l'opéra, puisqu'il était courant à l'époque de jouer aux échecs dans les loges d'opéra, et ça a donné une des parties les plus célèbres du jeu d'échecs, qui est la partie de Paul Morphy contre le duc de Brunswick et le comte de Vauvenargues, qui cédaient eux avec les noirs tandis que Paul Morphy avait les blancs, et qui s'est joué à l'Opéra de Paris, sur une loge soi-disant si près de la scène qu'on pouvait toucher la chanteuse depuis la loge. Et la partie a failli être interrompue plusieurs fois parce que le comte et le duc discutaient des coups, et discutaient de manière suffisamment forte pour perturber la représentation de l'Opéra de Paris. C'est une partie très célèbre pour la beauté de la partie de manière générale. C'est un mat en 17 coups, avec entre autres un sacrifice de dames et de cavaliers dans ces 17 petits coups, ce qui rend quand même la partie assez extraordinaire, d'autant plus qu'elle se caractérise par un sens positionnel très aiguisé pour l'époque, qui n'aurait pas à rougir devant les parties des grands maîtres d'aujourd'hui. Arrive ensuite quelque chose qui a grandement remis les échecs au centre de l'attention pendant la guerre froide, avec l'affrontement entre le champion du monde russe Boris Spassky et l'américain Bobby Fischer, qui a remis les échecs sur le devant de la scène, car ça a créé, on va dire, de grandes considérations politiques, c'est-à-dire que c'était l'école américaine contre l'école russe, et comme tout ce qui était Russie contre Amérique pendant la guerre froide, c'est tout de suite devenu une affaire d'État. Et donc c'est finalement Fischer qui s'est imposé, et ce qui a, avec tout le mysticisme qui s'est emparé du personnage de Bobby Fischer,
plus toutes les histoires autour avec la guerre froide, ça a beaucoup inspiré les écrivains et les filmographes. Et donc on suivit beaucoup de romans, dont Le jeu de la dame dont est inspirée la série The Queen's Gambit, quelques autres films, Le joueur d'échecs, Le prodige pour ne pas les citer, et donc la série The Queen's Gambit, de laquelle on pourrait sans doute discuter un petit peu maintenant, pour faire le lien avec la partie suivante qui serait le regain de popularité des échecs ces derniers temps. Mais excellente transition, je n'aurais pas mieux trouvé. C'est vrai que Le jeu de la dame, donc, production Netflix, une mini-série de 8 épisodes, réalisée et produite en 2020, a eu l'effet d'un énorme boom dans le monde écheckéen et a permis une nouvelle popularité et a dynamisé le jeu tout en en le rendant plus populaire. D'abord, votre avis sur cette série, vous avez aimé ? Oh, bah, moi je l'ai vu, ouais, bon, comme tout le monde, hein, presque. Donc moi, bah, c'est vrai que j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de la série, parce que on m'en a parlé beaucoup, parce que quand on joue aux échecs aujourd'hui et que quelqu'un nous croise qui nous a jamais vu, la première chose qu'il nous demande c'est est-ce que tu as vu le Queen's Gambit? Donc forcément, j'avais envie de la regarder. Et puis je l'ai regardée, j'avais beaucoup d'attentes. C'est vrai qu'il y avait pas mal de références échiquiennes, notamment il y a des petits jeux de mots avec les ouvertures, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses qui parlent aux gens qui connaissent un peu le jeu. Mais ça reste une série quand même très accessible. Donc certes, les échecs c'est un support, mais je pourrais pas dire que c'est le centre de la série. Mais par contre, l'impact sur les échecs a été incroyable. C'est vrai que tout le monde connaissait ce que c'était les échecs, mais en tout cas, il y a énormément de personnes qui ont décidé de s'y mettre. Et c'est vrai que à GEM, on a énormément de débutants, par exemple, qui ont rejoint le groupe du club, qui veulent juste découvrir le jeu parce que ils ont vu la série, quoi. Donc c'est assez incroyable. Donc juste pour ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi personnellement, j'ai plutôt bien aimé. Juste qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait un bien fou aux échecs. Moi j'ai trouvé que c'était un vent de fraîcheur de manière générale sur la représentation des échecs au cinéma et dans les séries, qui avait toujours ce côté un petit peu mystique. C'est très difficile, je pense, pour un réalisateur de montrer des parties d'échecs sans ennuyer les spectateurs lambda ou les gens qui comprennent moins les échecs. Et là je trouve que ça a été assez bien fait parce que c'était pour une fois assez fidèle, j'ai trouvé. Ils ont fait de gros efforts dans la création des parties notamment, c'était assez intéressant pendant les parties de se poser la question de quel coup allait être joué, et tout en rendant ça assez intéressant et facile à suivre pour le spectateur, parce que finalement la durée des parties d'échecs sur le total de la série est assez courte. D'autant plus que ça s'inscrit dans un fond de place de la femme dans la société américaine de l'époque, qui en plus d'être un sujet passionnant et donne des considérations plus philosophiques et sociales à une série que n'aurait pu l'être une série juste sur les échecs, comme par exemple dans le film Le Prodige où donc il y a ce fond de guerre froide puisque le film parle de Bobby Fischer. Et donc au global j'ai trouvé que la série est très, très réussie, et j'ai surtout beaucoup aimé le fait qu'elle remette les échecs sur le devant de la scène, parce que c'est un jeu donc auquel je pense tout le monde a joué dans sa vie, ou en tout cas tout le monde plus ou moins sait ce que sont les échecs et de quoi ça parle, et ça rend le fait que ça l'ait remis sur le devant de la scène, ça a fait naître une nouvelle popularité à ce jeu pourtant millénaire, qui je trouve est très bénéfique au global, surtout en ces temps de confinement où on a quand même beaucoup de temps pour jouer aux échecs. Non mais écoutez, je suis plutôt d'accord avec vos analyses. Je pense que la critique du modèle américain et de la société est assez bien vue, pas lourdingue. On peut aussi dire que les plans sont quand même très beaux, que l'atmosphère qui est recréée est vraiment belle, et je parle pas uniquement de décors, de costumes. Je pense que c'est toute l'essence d'une époque qu'ils ont réussi à capturer dans la série. Après, je trouvais que malgré le réalisme des échecs et des parties, qui ont d'ailleurs été faites par Kasparov, pour moi, ça me semblait ça sonnait un peu faux. Je sais pas, dans leur réaction, les visages qui se métamorphosaient en pleine partie sur un coup. Enfin, je sais pas, il y avait des trucs qui m'ont un peu sorti. Dérangé, ouais. C'est vrai que c'est très scénarisé. Bon, c'est quand même assez fidèle au jeu, comme l'a dit Ronan, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques détails qu'on retrouve dans la série qui sont juste pas réels. Le fait de coucher le roi, par exemple, ça se voit jamais en partie. Hein. Enfin, je pense que tu peux témoigner.
Enfin, ça se voit que si tu veux vraiment provoquer l'autre, quoi. Enfin, c'est vraiment s'il y a une guéguerre et que tu veux juste lui dire, bah tiens, je t'ai bien niqué, je couche ton roi. Mais globalement, je pense pas que, en tout cas dans la compétition, dans les hauts niveaux, ça se fait pas. Les parties sont extrêmement courtes dans le jeu, ce qui est normal, parce que comme l'a dit Ronan, sinon ça peut être vite ennuyant pour quelqu'un qui joue pas aux échecs. Parce que c'était des parties soi-disant en cadence longue, mais qui se jouaient avec 1 minute, 2 minutes de réflexion, alors que c'est plutôt 10, 15, 20, voire 1 heure de réflexion par coup. Ça dépend des position. Donc il y a ce côté-là un peu qui fait que on n'est pas vraiment dans les échecs, que c'est pas une série juste sur les échecs. Et c'est pas un documentaire. Mais donc ça a permis d'accéder à beaucoup de personnes qui jouent pas aux échecs. Et donc ça c'est très bien. Mais c'est vrai que sur le côté, je pense que pour les puristes, pour ceux qui aiment vraiment les échecs, je pense qu'ils n'ont pas forcément apprécié la série, parce qu'on rentre dans beaucoup de thèmes récurrents par rapport aux échecs, des préjugés, où on voit c'est une femme un peu très manipulatrice, donc qui joue aux échecs, donc on fait encore un lien entre la manipulation, la stratégie et les échecs, entre le joueur et la personne dans la vie. Donc il y a pas mal de thèmes comme ça. On fait aussi des liens avec les échecs, la folie, parce que il faut savoir par exemple que Paul Morphy est devenu fou, donc c'était un prodige américain. Bobby Fischer est devenu fou juste après avoir gagné le championnat du monde. Et quand je dis fou, il est vraiment devenu fou. Et il a été expatrié, il a changé, il était interdit dans tous les pays, il était antisémite, complotiste, il savait plus où il habitait. Juste après, il a fini en Islande et puis il a fini ses jours là-bas. Mais il a mis une croix avec les échecs et sur les échecs, et puis finalement, il est vraiment devenu fou. Et il y avait un côté aussi assez fun, c'est que la série était palpitante, même pour quelqu'un qui connaît pas le jeu, tout le monde voulait savoir qui allait gagner, quoi. Ou est-ce qu'ils vont faire nul, c'est vraiment ce côté-là que je trouve génial, c'est que juste ça a rendu accessible un jeu qui est de base et élitiste. Pas n'importe qui joue aux échecs, pas personne de n'importe quel milieu, mais là, bim, ça arrive sur Netflix et n'importe qui peut accéder justement au contenu, et ça a éveillé la curiosité à des personnes qui n'auraient pas eu cette chance de connaître le jeu des échecs, et donc pour ça reste super. Et puis ça a été relayé par beaucoup de spécialistes. Par exemple, Magnus Carlsen a fait une vidéo assez longue où il analyse le jeu de la dame, vous pouvez aller voir. Il y a aussi sur la chaîne de Blitzstream, il y a Vlad Kachev qui est un grand maître franco-russe qui analyse la série, donc c'est deux grands maîtres qui donnent leur opinion dessus, et on voit qu'ils ont des opinions quand même assez positives globalement sur la série, au moins pour les bienfaits que ça apporte à la communauté. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux conclure ce premier podcast sur les échecs, parce qu'il y en aura d'autres. Ronan ? Avec plaisir. Avec plaisir, on pourra même essayer d'avoir des grands maîtres, des maîtres internationaux. Écoutez, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. En fait, on pourrait parler des heures des échecs. On pourrait vraiment, il y a tellement de choses à dire, tellement d'histoires incroyables à raconter. Tu parlais un petit peu des échecs dans la culture et dans l'art. Il y a tellement d'œuvres auxquelles on pourrait penser. Le 7e saut, le joueur d'échecs de Zweig. C'est vraiment un puits de culture sans fin. Et on aimerait bien vous partager ça une autre fois. Merci beaucoup à nos deux invités d'avoir répondu présent à l'invitation, Corentin et Ronan. Et merci à vous, chers auditeurs, et à très vite sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe.